Donc, on est ici aujourd'hui pour le webinaire qui est rendu possible grâce au Fonds d'innovation de communauté en faveur d'une transition socio-écologique de l'Institut Tamarack. Institut Tamarack qui est aujourd'hui représenté et sera notre présentation. Je vais le laisser se présenter plus tard. Donc, désolé, vous avez manqué ceci. Pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas, le Conseil régional de l'environnement de la Montérégie, en fait, par notre rôle d'expert, d'influence et de conseil en environnement et de développement soutenable, le CRE Montérégie a comme mission de rassembler et de guider les acteurs territoriaux. Donc, c'est un peu pour ça aujourd'hui qu'on est rassemblés. Puis aujourd'hui, on a juste vous dire que vous êtes toujours les bienvenus à nous communiquer si vous avez des nouvelles thématiques, si vous voulez qu'on poursuive dans une thématique comme celle d'aujourd'hui, par exemple, vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous écrire, soit aujourd'hui dans le clavardage, mais aussi par courriel, on est très ouvert. Sachez aussi qu'on a d'autres équipes qui travaillent avec nous, donc on a une équipe en économie circulaire qui a par exemple, fait la toute première feuille de route régionale en économie circulaire, qu'on est très fiers. Travaille beaucoup en symbiose agroalimentaire. Puis, on a aussi d'autres thématiques, là, par exemple, sur le textile. On a une équipe en biodiversité qui travaille toutes les questions sur vos milieux naturels, la conservation. On a une grande démarche de lutte contre les espèces exotiques et envahissantes ou la lutte contre l'herbe à poux. Ça nous fait plaisir là, de vous parler de tous ces projets. Et Myriam et moi, ma collègue, donc si vous avez des questions aujourd'hui dans le chat, n'hésitez pas à trouver Myriam Larouche. Nous avons la grande tâche de couvrir changement climatique et mobilité durable. Et c'est là qu'on voit aujourd'hui le lien avec la thématique. Donc, ces deux thématiques-là, changement climatique et mobilité durable, amènent une grande question de poser l'humain dans la lutte contre les changements climatiques. L'année passée, j'ai eu la chance de participer à la cohorte de Tamarack en accompagnement de la ville de Longueuil dans toute cette démarche. Puis, vous allez voir aujourd'hui, notre objectif, en fait, c'est de faire une introduction. Donc, cette introduction-là va passer par rafraîchir des liens entre la lutte contre les changements climatiques et les pouvoirs sociaux qui sont établis. On va revoir des termes pour s'assurer d'avoir un langage commun. Puis, on va explorer un peu le comment agir pour vraiment participer à la transition socio-écologique. En fait, c'est des grandes questions qui, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a un livre qui, tout le long de mon parcours dans la cohorte Tamarack, il y a souvent un livre que j'avais lu dans mon parcours en environnement à McGill qui s'appelait Heatwave, A Social Autopsy of Disaster in Chicago, qui racontait en fait que dans une grande vague de chaleur, ils ont analysé un peu l'état social, puis que c'est une grande vague de chaleur qui a eu lieu en 1995, puis il y a eu plus de 700 décès. Ils ont analysé, puis bien sûr, il y avait des grandes inégalités qu'on s'attend, donc des lieux défavorisés, des populations noires étaient plus affectées que les populations blanches, mais ils sont allés au-delà, puis ils ont vu que même dans des quartiers sociaux, dans des quartiers qui étaient défavorisés en infrastructure ou en monétairement, il y avait des quartiers qui avaient des grandes inégalités au niveau des décès. Ils ont exploré ça, puis c'est vraiment le tissu social qui a fait en sorte qu'il y en avait qui étaient plus affectés. Donc, c'est juste pour amener encore, on sait comment la lutte contre les changements climatiques, c'est complexe, mais on rajoute une complexité. Puis l'année passée, au Forum des changements climatiques qui était sur le travail ensemble, on a commencé à explorer cette thématique qu'on va aller un peu plus approfondir aujourd'hui. Aussi, juste pour vous dire, c'est un gros programme qu'on a aujourd'hui. Donc, ça se peut que notre période de questions soit inexistante. Donc, ce qu'on vous invite, en fait, c'est d'écrire vos questions au fur et à mesure dans le clavardage. Puis, on va pouvoir les compiler, puis peut-être préparer quelque chose avec ça. Ou, notre grand rêve, c'est peut-être faire un autre webinaire pour creuser ces questions-là, puis aller un peu plus loin. Mais sans plus tarder, je vais passer la parole à Dr. Chokodaningo. OK. Bon matin tout le monde. Lançons l'affaire. Tout d'abord, je vais céder la parole à Astrid pour se présenter. Comme ça, vous pouvez connaître un peu vos présentateurs, présentatrices pour aujourd'hui.
Merci beaucoup, Chuck. Et bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Astrid Arumais. Je suis la gestionnaire de communauté bâtissant sentiment d'appartenance et transition climatique. Et j'étais à Montréal pendant 14 ans. Et maintenant, je me trouve à Terre-Neuve, donc le territoire traditionnel du peuple Mi'kmaq et Beothuk. Euh, voilà, peut-être je vais passer la parole à Oda pour se présenter aussi. OK. Oda? Oh. Oui, bonjour à tous. Moi, c'est Oda Sassi, donc je suis conseillère en développement social à la ville de Longueuil, chargée entre autres du dossier sur la transition socio-écologique. Et je suis là aujourd'hui pour vous partager l'expérience de la ville de Longueuil dans le cadre de l'accord climatique de l'Institut Tamarack. Parfait, merci beaucoup. Et c'est mon tour. Salut tout le monde, je m'appelle Choco Danibo, je suis le directeur conseil de l'évaluation de l'impact à l'Institut Tamarack, qui était bien présenté par Judith au début de ce webinaire. Je suis franco-albertain, donc si vous êtes en train de entendre comme un petit accent, quand j'étais à l'Université de Montréal, il y avait quelqu'un qui m'a dit, quand tu parles et je ferme mes yeux, j'imagine un homme sur le dos d'un cheval en train de manger une baguette avec le fromage bleu. Donc, si cette image vient à votre esprit, je veux juste souligner que c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas, c'est juste mon accent. J'ai fait cette présentation parce que je suis quelqu'un qui est très impliqué dans le mouvement pour la justice climatique, la justice environnementale au Canada, à l'échelle nationale ainsi au petit échelle, donc à l'échelle communautaire, à l'échelle provinciale aussi, dans quelques provinces à travers le pays. Donc, c'est un grand plaisir de pouvoir partager l'espace avec vous et de pouvoir soutenir cette conversation en espérant que cette présentation et ce webinaire dans son ensemble va vous aider à mieux intégrer la lutte pour la justice sociale dans le cadre de vos efforts pour l'environnement. Donc, pour commencer, on va commencer avec une reconnaissance des territoires. Il y a une belle citation de Philippe Côté que j'ai lue dans un article de Radio-Canada. Et lui, il a dit, « On a toujours été martyrisés dans le livre d'histoire. C'est à la base du racisme systémique. Les peuples autochtones n'ont jamais été interrogés sur leur culture, leur histoire et leur territoire. Ce message de reconnaissance territoriale porte sur l'histoire, le territoire et la culture. Ils sont vitaux. Ce message qu'on voit tous maintenant, il est pour les jeunes de la prochaine génération afin qu'ils comprennent que les autochtones sont suffisamment importants pour être considérés et reconnus dans la sphère publique. » Et donc, j'adore cette citation parce que ça souligne la raison pour laquelle on fait des reconnaissances de territoire. Souvent, les gens ont l'habitude de dire, « Ah, mais non, les reconnaissances de territoire, ça aide personne, ça aide pas les autochtones. » En effet, les reconnaissances de territoire n'étaient pas conçues pour aider les personnes autochtones. C'était conçu pour aider les personnes allochtones, donc les personnes non autochtones, pour mieux comprendre l'histoire de la terre sur laquelle nous nous trouvons et la vraie histoire de cette terre, parce qu'on reconnaît que l'histoire est souvent écrite par en guillemets, les vainqueurs, et donc ça fait en sorte que l'histoire est souvent tordue. Donc, comme recommandation issue de la Commission sur la vérité et la réconciliation, ils ont souligné l'importance de partager la vraie histoire de la Terre et un moyen de faire ça, ou un petit pas qu'on peut faire dans cette direction-là et d'offrir des reconnaissances de territoire parce que souvent, lorsqu'on le fait, on le fait devant le public, comme je le fais maintenant. Et donc, ça offre un moment d'éducation et un moment de sensibilisation au grand public. Donc, c'est pour ça que c'est un élément important, un effet important qu'il faut faire au début de chaque événement qu'on fait sur le terre qu'on appelle le Canada aujourd'hui. Donc, avec cela en tête, j'ai formulé cette reconnaissance de territoire pour la région administrative de Montérégie au Québec, pour reconnaître les territoires sur lesquels la plupart de vous se trouvent aujourd'hui. Un petit rappel, souvenez-vous qu'une reconnaissance de territoire est une manière de comprendre l'histoire de la terre sur laquelle nous nous trouvons et notre lien avec elle, et donc notre responsabilité envers elle. Je vous encourage à personnaliser cette reconnaissance de territoire pour vous et pour l'endroit qui vous tient à cœur.
L'histoire raconte celle des Iroquois du Saint-Laurent, un peuple autochtone qui vivait le long du fleuve Saint-Laurent dans les provinces actuelles de Québec, d'Ontario et dans l'État de New York entre 1550 et 1580. Ils cultivaient le maïs, les courges et les haricots dans le village aujourd'hui disparu. Lors du retour des Français en 1603, leur village avait été abandonné et la disparition comme nation distincte demeure inexpliquée. Ils ont marqué le paysage historique et archéologique de la région, notamment à Verdun, voire au Tremble et en Montérégie à Québec et en Gaspésie, bien qu'ils ne figurent pas parmi les nations autochtones reconnues par le Québec depuis 1985. Au XVIIe siècle, les Français colonisaient la vallée du Saint-Laurent et s'alliaient aux Wabanaki, opposés aux Kanien'kehá:ka, la confédération iroquoise, alliée aux Britanniques. La région de la Montérégie devient un lieu d'affrontement où plusieurs forts sont construits. Les guerres franco-iroquoises, marquées par des batailles telles que celle du lac Champlain en 1609, culminent dans les années 1660 avec le régiment des Carignans alliés pour se terminer en 1701 avec le traité de la Grande Paix de Montréal. En tant que Canadien francophone noir, j'aimerais rendre hommage au peuple Wabanaki et Kanien'kehá:ka, ainsi que toute personne et tout groupe autochtone qui ont interagi avec cette terre avant, pendant et après la double colonisation des Français et des Anglais. Nous reconnaissons le peuple autochtone comme gardien de terre et des eaux et respectons le lien passé, présent et futur avec ce territoire. Nous affirmons notre intention d'ouvrir pour des relations respectueuses et réciproques avec des personnes autochtones, contribuant ainsi à la réconciliation et, lorsqu'on pouvait, à la décolonisation. En tant que personne qui y vit et qui y travaille, et surtout en tant que francophone, nous sommes tous des signataires de ce traité de paix. Il est impératif que nous suivons notre direction de ce gardien traditionnel des systèmes de connaissances, d'apprentissage et de culture qui soulignent la terre et son bien-être. Je voudrais également prendre ce moment de reconnaître l'histoire de l'esclavage et des conditions de servage au Canada, afin de rendre hommage à toutes les personnes noires et pas noires qui ont payé le prix de leur sang pour bâtir ce pays. Même si elles ont tant fait pour ce pays, leurs histoires sont si souvent ignorées. Je prends ce moment pour souligner le fameux Code noir et ses impacts continus. Le Code noir est un décret promulgué par le roi Louis XIV de France en 1685, définissant les conditions de l'esclavage dans l'Empire colonial français. Il servit de code régissant la conduite liée à l'esclavage dans toutes les colonies françaises jusqu'en 1789, année marquant le début de la Révolution française. Ce décret limitait les activités des personnes libres de couleur, imposait la conversion au catholicisme à toutes les personnes asservies dans l'ensemble de l'Empire, définissant des punitions qui leur étaient infligées et ordonnait l'expulsion de toutes les personnes juives des colonies françaises. Nous reconnaissons aussi qu'aujourd'hui, comme hier et comme le jour avant et le jour avant lui, des personnes ont perdu la vie ou vivent dans des conditions inhumaines causées par des systèmes de pression. Beaucoup d'entre nous ont vu disparaître des proches ou aiment des personnes qui subissent la violence au quotidien. Nous sommes nombreux à porter des traumatismes. Certains d'entre nous ont été blessés à cause de liens réels ou supposés avec des pays, des cultures ou des religions impliquées dans ces conflits. Beaucoup d'entre nous luttent activement contre la violence et l'oppression, tout en se sentant souvent ignorés ou réduits au silence. Et nous sommes nombreux à vivre dans la peur de ce que l'avenir pourrait encore nous infliger. Je vais me taire pour la prochaine minute afin de vous donner l'occasion de personnaliser cette reconnaissance des territoires
Merci beaucoup d'avoir participé à ce moment avec moi. J'aimerais aussi profiter de ce moment pour vous souhaiter joyeux mois de l'histoire des Noirs. Je vais mettre en lien dans le clavardage si jamais vous cherchez des événements, des moments d'apprentissage pour mieux comprendre l'histoire des personnes noires au Canada, au Québec, les luttes, mais aussi les réussites à travers du temps. OK, lançons. Donc, moi, je suis curieux qui est dans la salle. Donc, si vous pouvez dans le clavardage mettre votre nom, communauté et un mot pour décrire comment vous vous sentez aujourd'hui ou comment vous, ou le sentiment que vous apportez à cet espace. Donc, oui, si on peut prendre un moment pour ça, je suis curieux qui est parmi nous, qui est ici, tout ça. Je vais juste vous vérifier. Les participants ont l'accès au clavardage, oui? Parfait. Oui. Ouh, on a déjà beaucoup de villes qui se présentent. Donc, on a Mont-Saint-Hilaire, on a la ville de Montréal, on a Brossard, on a Granby, on a La Prairie, ouh, Val-des-Sources, Gaspésie, Boucherville. Je suis en train de comprendre de plusieurs villes dans les alentours, hein? Vraiment cool. On a Richmond. Je ne savais pas qu'il y avait une ville qui s'appelle Richmond au Québec. On a la ville de Laval, Saint-Jean-Baptiste. Ouh, il y a une ville qui s'appelle Saint-Jean-Baptiste. Saint-Joseph de Bus. Ah, j'adore. Un de mes trucs préférés est vraiment comme les villes au Québec qui ont comme un nom tellement long que ça entre pas genre dans la plupart des limites de caractères. Euh, excellent, mais merci beaucoup tout le monde. Merci de se joindre à nous. C'est vraiment sympa. Et je vois les gens qui ont dit qu'ils sont curieux. Euh, on a les gens. Oh, excellent. Ben, parfait. Commençons alors. Veuillez continuer à vous présenter dans le clavardage. Je crois que ça, c'est utile pour tout le monde de savoir qui est ici. Excellent. Donc, le changement climatique. On va commencer avec vraiment, comme je l'ai mentionné, c'est vraiment le fondamental qu'on commence avec. On ne fait aucune supposition que les personnes ici ont un background dans ça. Donc, je commence tout de suite avec une vue d'ensemble des changements climatiques. So, à la base, le changement climatique fait référence à la variation à long terme de la température et des modèles météorologiques. Donc, en gros, le changement climatique fait référence à un climat qui change. Ça, c'est la base, la base, la base. Cependant, on reconnaît que c'est pas juste ça. De nombreuses personnes pensent que le changement climatique se traduit principalement par les températures plus élevées. C'est pour ça qu'avant, on faisait référence à global warming, par exemple. Mais on a commencé à se rendre compte que oui, même si la Terre dans son ensemble est en train de se réchauffer, donc on voit un changement de climat à long terme, le climat est beaucoup plus complexe que ça. Ce n'est pas genre que tout le monde va vivre plus de chaleur, même si on voit ça dans plusieurs parties du monde, mais c'est une question de comme le changement météorologique qui se découle en fonction de ce réchauffement de la Terre et les impacts que cela a sur la vie humaine. Donc, la hausse de température n'est que le début du problème parce que la Terre est un système où tout est lié. So, un changement en un élément du système va avoir des répercussions partout ailleurs dans le même système, pour que la Terre est un système lié. Donc, avec le changement climatique, on voit des conséquences assez intenses. Donc, on a les conséquences plus liées à la météo. So, par exemple, les sécheresses intenses, les pénuries d'eau, les graves incendies. Surtout au Canada, on a vécu beaucoup de graves incendies. L'élévation au niveau de la mer, les inondations. Donc, en Alberta, à Gatineau, on a vu beaucoup des inondations. Les fonds de glace polaire, ça c'est en train d'être vécu au Nunavut, au territoire du Nord-Est. On voit ça surtout au Groenland, si on voit à l'international. Les tempêtes catastrophiques, là on voit ça à Calgary, on a vu ça à Vancouver aussi, et le déclin de la biodiversité. Et cela, on voit partout
partout au monde. Mais en plus de ça, le changement climatique peut influencer notre santé, notre capacité à produire des denrées alimentaires, notre habitat, notre sécurité et même notre travail, parce que beaucoup parmi nous ont des travaux qui sont liés à l'accès aux ressources naturelles ou qui sont liés au écotourisme ou qui sont liés au plein air en général. On voit des phénomènes tels que l'élévation du niveau de la mer et l'intrusion d'eau salée ont progressé au point où des populations entières ont dû se déplacer. Les sécheresses prolongées exposent les populations au risque de famine. On voit des impacts vraiment humains à travers ces changements climatiques. Et c'est ça que j'aimerais souligner avec le changement climatique. Et que souvent, lorsqu'on parle de changement climatique, là, on parle de la météo, on parle des désastres naturels qui sont vrais, qui arrivent. Mais en plus de ça, il y a des impacts plus humains ou plus sur le quotidien d'un être humain. C'est lorsqu'on voit notre habitat changer. Si on est grandi dans une région, on a vécu là toute notre vie, puis tout d'un coup, on ne reconnaît plus les saisons. On ne sait pas si l'hiver va être froid, on ne sait pas à quel point l'été va être chaud, on ne sait pas si on va vivre une tornade, on ne sait pas si on va vivre une inondation. Le climat change, ce qu'on peut faire pousser, ça change aussi, parce que quand le climat change, les plantes qu'on peut faire pousser changent aussi. Et à un moment donné, on ne reconnaît plus notre environnement et on commence à vivre en genre de dépaysement. Et normalement, lorsqu'on vit le dépaysement, c'est parce qu'on s'est déplacé. Donc, pour soulager ce sentiment de dépaysement, on a l'habitude de visiter le pays d'origine pour être comme, OK, j'ai revu l'environnement qui m'a donné naissance, ou j'ai revu l'habitat que j'ai trouvé chez moi, donc je me sens soulagé. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque le lieu qu'on reconnaît a changé pour de bon et on ne peut plus le retrouver? Donc, on vit ce sentiment de dépaysement. Donc, en gros, il y a beaucoup d'impacts qu'on peut vivre à travers le changement climatique. Et je les ai résumés ici. Donc, les changements climatiques impactent notre société et nos besoins quotidiens de façon significative, y compris santé et accès aux soins, économie et accès à l'emploi, politique et bouc émissaire politique. Ceci est intéressant, peut-être qu'on peut aborder plus tard si on a le temps, mais en gros, à travers le changement climatique, les gens vivent des choses comme plus de difficultés à accéder à la nourriture. Ils vivent les sécheresses, manque d'accès à l'eau. On a vécu ça en Alberta cet été dernier. Et souvent, ce qui se passe à l'échelle politique, et souvent les politiciens ont l'habitude de chercher un bouc émissaire afin d'éviter de résoudre les vrais problèmes, parce que les vrais problèmes sont plus compliqués. On ne peut pas les résoudre dans un an ou dans un mandat. Et donc, c'est plus facile de trouver un bouc émissaire. Et souvent, les boucs émissaires, ce sont les populations minorisées. Donc, ça peut être comme, oh, c'est la faute des immigrants. Oh, c'est parce que l'idéologie des genres. Donc, on voit un genre de comme bouc émissaire qui se sort. On essaie de placer le blâme sur des gens souvent défavorisés, souvent minorisés, souvent marginalisés, afin d'éviter de parler de vrais problèmes. On a le logement et qualité de l'habitat, on a alimentation et la qualité de nourriture, etc., etc., etc. Donc, vraiment, le changement climatique influence notre avenir et notre accès au futur aussi. So, on met une petite pause sur ça. Et on change de sujet et à un moment donné, on va merger les deux sujets. Donc là, on parle d'identité et d'oppression. So, l'identité est un concept extrêmement large, extrêmement nuancé, vraiment difficile à définir parce que notre identité est issue de notre biologie, c'est issu de nos génétiques, c'est issu des choix qu'on a fait dans la vie, mais c'est également issu des choix que nos arrière-grands-parents ont fait qui nous impactent encore aujourd'hui. Donc, le concept d'identité est tellement nuancé, tellement compliqué. Mais pour résumer ce concept-là, on reconnaît que chaque individu possède sa propre conscience identitaire qui le rend différent de tous les autres. Right? On n'est pas copier-coller de l'un de l'autre. Chacun de nous, même si on a un jumeau, jumelle, et on partage beaucoup de choses en commun, il y a toujours un élément qui nous distingue de l'un de l'autre. Et c'est ça, ce concept
de conscience identitaire qui nous rend différents de tous les autres. Mais ce qui est vraiment intéressant est que cela signifie que l'identité est d'abord appréhendée comme phénomène individuel. Et souvent, lorsqu'on confronte à notre identité, surtout dans l'Ouest, surtout au Canada, je parle dans un contexte canadien parce que d'autres cultures, ça peut arriver de façon différente, mais dans un contexte canadien, lorsqu'on confronte notre identité, souvent on le confronte à l'échelle individuelle d'abord, avant de reconnaître la conscience collective. Et donc, ça, c'est l'affaire. L'identité est à la fois individuelle et communautaire. On peut fondamentalement définir l'identité, un mot extrêmement difficile à définir. Le mot identité est comme le mot culture ou le mot nature, où on comprend ce que ça veut dire, mais on ne peut pas offrir une bonne définition de ce mot-là. Si quelqu'un te demande comment définir le mot nature, tu vas avoir de mal. Si quelqu'un te demande comment définir le mot culture, tu vas avoir de mal. Même chose avec le mot identité. Cependant, philosophiquement, on peut fondamentalement définir le concept d'identité comme la façon dont l'être humain construit son rapport personnel avec l'environnement. Et là, on voit cette nuance où on commence à comprendre notre identité à l'échelle individuelle, mais par la suite, c'est une question de comment on est reçu par la société, comment on interagit avec la société. Est-ce qu'on trouve un sentiment d'appartenance dans notre société? Donc, nos rapports avec l'environnement. Et non seulement l'environnement social, malgré le fait que je viens d'offrir des exemples de l'environnement social, mais l'environnement biophysique aussi. Parce qu'on se reconnaît à travers les arbres, les plantes, les animaux aussi. Si un Canadien voit un écureuil, on est juste là comme, OK, c'est un écureuil. Si quelqu'un arrive ici dans un pays qui n'a pas des écureuils, la personne est comme, oh my God, il commence à prendre des photos, il sort des cellulaires, il les poste sur Instagram, wow, un écureuil. Tandis que nous, si on va en Australie, je sais que de mon côté, personnellement, si je vois un kangourou, je vais flipper. Je vais juste être comme, attends, c'est quoi ça? Tandis que tu parles avec un Australien, ils ont comme, ah, mais non, les kangourous sont tellement agaçants. Ils sont comme des pestes. Et tu es juste là comme, c'est un kangourou. Tu vois? Donc, on se définit même à travers les animaux qui nous entourent. Donc, ce concept d'identité, on peut fondamentalement dire que notre identité est la façon dont on construit notre rapport personnel avec l'environnement. J'aimerais terminer avec cette belle citation d'Amin Malouf qui a écrit un livre qui s'appelle Identité meurtrière. C'est un livre formidable. Et dans ce livre, il répondait à un rapporteur parce que Amin Malouf était né, grandi au Liban, puis par la suite, il a déménagé en France. Il a vécu à ce moment de sa vie, il a vécu à peu près la moitié de sa vie en France après avoir vécu son enfance en Liban. Puis quelqu'un lui a demandé, est-ce que tu te sens plus libanais? Est-ce que tu es plus français? En gros, comment tu t'es défini? Puis lui, il a répondu en disant, ce qui fait que je suis moi-même et pas un autre, c'est que je suis ainsi à la lisière de deux pays, de deux, trois langues et de plusieurs traditions culturelles. C'est celle-là mon identité. Et donc, c'est ça la nuance d'identité. On reconnaît qu'on peut porter plusieurs choses, que ça peut être compliqué, qu'on peut s'identifier de plusieurs manières. Et donc, lorsqu'on entre dans cette conversation à propos de la justice climatique, lorsqu'on entre dans n'importe quelle conversation qui souligne la justice sociale, c'est important de s'auto-analyser, d'analyser notre propre identité. Donc, j'offre quelques catégorisations en reconnaissant que c'est très limitant. J'ai pris la large notion d'identité et je l'ai divisée en deux catégories. On a l'identité interne ou choisie et l'identité périphérique. Et la distinction entre les deux est l'identité interne fait référence aux éléments de notre identité qui appartiennent à nous. Et dans le sens où, si ces éléments de notre identité peuvent changer, parce que ce n'est pas tous ces éléments qui peuvent changer, mais si ça peut changer, ça change en fonction de nos choix, ça change en fonction de notre apprentissage, de notre évolution personnelle. Donc, ça veut dire que ces éléments de notre identité ne changent pas si on déménage en allemand, mais ça change si on grandit, si on change notre vie, si on change notre perspective. Cependant, l'identité périphérique, cela fait référence aux éléments de nos identités qui ne sont pas dans notre contrôle, qui sont choisis pour nous par la société dans laquelle on habite. Et donc, ces éléments de notre identité peuvent changer uniquement
si on change lieu, donc ça veut dire si on déménage physiquement vers notre lieu, ou s'il y a une évolution collective de la pensée ou de la mentalité de lieu dans lequel on se trouve. Donc, j'offre quelques exemples. L'appartenance culturelle, on peut être né dans une culture, on peut se marier dans une culture, on peut être assimilé dans une culture, on peut essayer de créer notre propre culture. Religion, encore même chose, on peut être né dans une religion, on peut entrer dans une religion, quitter une religion, avoir une religion, on peut essayer de créer notre propre religion, mais ça s'appelle un culte. Je ne vous encourage pas de faire ça. On a orientation sexuelle. Ça ne peut pas changer, mais notre compréhension de notre propre orientation sexuelle, ça peut changer selon notre compréhension de soi, notre exploration de soi. Établissement scolaire, j'offre ça dans le cadre au Québec, par exemple, il y a l'Université Bishops qui a une très forte culture pédagogique et culture étudiante. Et donc, si vous y assistez, après 4 ans d'être là, vous portez plusieurs de ces éléments culturels qui vous ont été donnés à travers votre temps là-bas. Et c'est très probable que si vous rencontrez un autre diplômé de même université, vous allez être comme « Wow, on est allé à la même université, c'est très cool ». Si vous êtes allé à l'Université de Montréal, il n'y a pas forcément une culture forte étudiante là-bas. Donc, si tu vois notre étudiant à l'Université de Montréal, tu es comme « OK, cool, on est beaucoup ». Ce n'est pas forcément la chose pour toutes les universités, mais ça peut exister. Profession. Si on travaille dans une profession pour 35 jusqu'à 40 heures par semaine pour la plupart de nos vies, parce que pour beaucoup parmi nous, on passe plus de temps avec nos collègues qu'avec nos propres familles, ça serait vraiment bizarre si ça ne faisait pas partie de votre identité, de votre perspective du monde. Association politique, etc. Tandis qu'avec identité périphérique, on a par exemple couleur de peau. On reconnaît que la race, par exemple, et une construction sociale. Donc, on peut avoir quelqu'un qui est né, par exemple, dans la République dominicaine, qui est considéré dans la race, en guillemets, mulatto, qui est une race issue de la République dominicaine. Puis cette même personne peut déménager aux États-Unis et tout de suite être considérée comme latino, latina, latiné. Et c'est la même personne, mais racialement, cette personne est considérée latinx aux États-Unis. Puis par la suite, cette personne déménage au Canada et tout de suite, cette personne est considérée comme noire. Parce qu'au Canada, on n'a pas une forte identité latinx en raison du fait qu'une de nos deux langues officielles est une langue issue du latin, ce qui fait en sorte que les francophones sont des latinos. C'est un élément très compliqué, mais tout ça là pour dire qu'au Canada, on n'a pas vraiment d'identité latinx, ce qui fait en sorte que les personnes latines qui déménagent au Canada sont traitées racialement comme on les perçoit avec notre cadre sociologique canadien. Et donc, pour cet exemple-là, cette personne va être considérée comme noire. Et donc, la race de cette personne a changé 3 fois parce que cette personne a changé le pays 3 fois. Mais c'est la même personne. Ou même si on est considéré la même race à travers tout le monde. So, par exemple, moi, je suis toujours considéré comme noir. Les implications d'être noir, ça change selon la société. Les implications d'être noir au Canada sont différentes des implications d'être noir aux États-Unis, ce qui est différent d'être noir en France, ce qui est différent d'être noir en Chine. Et donc, ça fait en sorte que c'est un élément très social. Et donc, c'est une identité qui est forcée sur nous. Il y a beaucoup de gens immigrants d'Afrique qui ont l'habitude de dire « j'étais pas noir jusqu'à mon arrivée au Canada ». Et tout de suite, je suis devenu noir. Je ne savais pas quoi faire avec cette nouvelle étiquette. Donc, on a expression de genre. Donc, on reconnaît que le genre est un élément sociologique dans le sens où nos attentes envers les femmes versus envers les hommes sont décrits par notre société, nos attentes sociaux. Et donc, ça fait en sorte que si on perçoit que quelqu'un qu'on perçoit physiquement comme femme se comporte d'une manière qu'on ne s'attribue pas aux femmes, là, on commence à faire des suppositions par rapport à cette personne-là. Donc, ça augmente ce niveau de complexité. Et j'ai offert également l'exemple d'être handicapé parce que les personnes qui font la justice handicapée ont souvent l'habitude de dire qu'ils sont activement handicapés par la société. Donc, ça veut dire que si une société est construite pour certains niveaux de capacité et on tombe hors de ce niveau de capacité-là, on devient handicapé
par la société. Un bon exemple, il y a une communauté, il y a un quartier à Vancouver où il y a beaucoup de personnes sourdes qui y habitent. Et donc, la langue de signes américaine, ASL, est souvent utilisée comme forme de communication dans ce quartier-là. Et vu qu'il y a une si grande population sourde, ça fait en sorte que même les appartements sont construits pour les personnes sourdes. Donc, si tu sonnes à l'appartement, il y a comme une lumière agaçante qui flash pour faire en sorte que la personne sache qu'il y a quelqu'un à la porte. Si la personne a un enfant et amène l'enfant à la garderie, il peut expliquer les besoins de leur enfant en utilisant la langue des signes. Donc, ça, les personnes peuvent trouver des emplois en utilisant des langues des signes. Et ça fait en sorte que les personnes, on peut demander est-ce que ce sont des gens handicapés, vu qu'ils sont complètement autonomes et vivent une belle vie. Tandis que si tu prends ces mêmes personnes autonomes et tu les mènes dans presque n'importe où ailleurs au pays, cette personne va devenir tout de suite handicapée parce que personne est capable de communiquer en langue de signes. Cette personne a besoin de sortir le cellulaire pour comme expliquer leurs besoins. Il ne peut plus entendre, il ne peut plus savoir si quelqu'un est à la porte, s'ils sonne à leur porte. Il y a plusieurs éléments de notre société qui ne sont pas conçus pour eux et cette personne qui se sent handicapés par cette société-là. Ils ont besoin d'aide supplémentaire pour y vivre. Donc, il y a cette logique-là aussi. So, avec tout ça en tête, je pose la question de réflexion pour vous. Quels sont les éléments de votre identité qui vous amènent à ce travail? Et j'ai eu une très belle question de Judith au début de notre planification de ce webinaire, où elle m'a demandé qu'est-ce que ça veut dire ce travail-là. Mais la plupart parmi vous qui sont ici parce que vous êtes intéressés au changement climatique, vous faites du travail dans le côté environnemental ou vous êtes juste curieux par rapport à l'environnement, soit sur le côté professionnel ou sur le côté personnel. Et donc, il faut poser la question, quels sont les éléments de votre identité qui vous lient à l'environnement, qui fait en sorte que vous vous sentez un genre d'obligation, soit professionnelle, soit personnelle, pour lutter pour l'environnement, pour lutter contre les changements climatiques. Qu'est-ce qui vous amène à ces espaces-là? Si j'utilise moi-même comme exemple, lorsque je pense à ce qui me lie à l'environnement, est vraiment être neurodivergent. Parce que quand j'étais jeune, j'avais vraiment du mal à interagir avec les gens, vu que mon cerveau fonctionnait de façon très différente des autres personnes. Mais j'ai trouvé un sentiment de paix, un havre de paix dans l'environnement. Et donc, je voulais garder vivant cet havre de paix. Et donc, c'est pour ça que je suis entré dans la lutte pour l'environnement, la lutte contre le changement climatique. Donc, le but de cet exercice de réflexion est que si vous êtes capable de nommer ce qui vous apporte à connecter avec la nature, ça vous donne l'empathie pour les personnes qui n'ont pas ces mêmes éléments de votre identité, qui ont du mal à connecter avec l'environnement. Parce qu'on reconnaît que il y avait comme une étude qui montrait que les gens qui luttent pour l'environnement se sentent en connexion personnelle à l'environnement. Et donc, on a l'habitude d'être frustré par les personnes qui voient pas l'importance de l'environnement parce qu'on ne comprend pas pourquoi. Mais pour avoir l'empathie pour eux, être capable de mieux communiquer avec eux, il faut comprendre nous-mêmes d'abord. Et pour comprendre nous-mêmes, il faut poser la question, qu'est-ce qui vous amène à faire en sorte que vous vous êtes connecté à votre environnement? Qu'est-ce qui vous inquiète par rapport au changement climatique? Pourquoi vous luttez contre le changement climatique? Et cela va vous aider à connecter mieux avec des personnes qui n'ont pas ces mêmes motivations intrinsiques pour trouver une autre façon de les reconnecter à l'environnement. So, je viens de nommer beaucoup de catégories d'identité, mais on revient à cette reconnaissance que chaque être humain a un élément de... Je vais utiliser le mot exact que j'utilisais. On revient à cette idée que chaque individu possède sa propre conscience identitaire qui le rend différent de tous les autres. Donc, on reconnaît que la façon dont on vit nos identités va être très unique à chacun de nous. Donc, même si, par exemple, moi, je m'identifie comme homme, la façon dont je vais vivre ma masculinité va être informée par le fait que je suis noir, par le fait que je suis albertain, par le fait que je suis francophone, issu de l'Alberta.
Et donc, par exemple, pour moi, un vrai homme est quelqu'un qui conduit un camion. Ce n'est pas forcément la même image d'un homme au Québec. Et donc, si on est capable de reconnaître que nos identités sont uniques, que chaque, disons, catégorie d'identité se renforce dans l'autre, on est également capable de reconnaître que la façon dont on va vivre la discrimination va être unique aussi. Et c'est ça qu'on parle lorsqu'on parle de l'oppression intersectionnelle ou la francisation du mot anglais intersectionnalité. So, l'oppression intersectionnelle fait référence à la discrimination issue de la combinaison de diverses oppressions qui, ensemble, produisent quelque chose d'unique et de différent de toute forme de discrimination individuelle. Par exemple, moi, en tant qu'homme noir, je vais reconnaître certains niveaux de discrimination qu'une femme noire vit, parce qu'on vit tous les deux le racisme contre les noirs. Mais elle vit le sexisme contre les femmes que moi, je ne vis pas. Et aussi, elle va vivre un genre de discrimination qui est unique aux femmes noires, qui n'est pas vécu par les hommes noirs et qui n'est pas vécu par les femmes non noires aussi. Et c'est ça lorsqu'on parle de l'oppression intersectionnelle. Lorsqu'on prend l'oppression intersectionnelle comme perspective, comme lentille pour aborder nos travaux, il faut suivre 3 étapes. Ça, c'est vraiment comme le cadre qu'il faut suivre. Le premier est de tenir compte du contexte historique, social et politique. Donc, ceci revient à cette idée de l'identité périphérique où on reconnaît qu'il y a certains éléments de nos identités qui sont forcés sur nous par notre société. Donc, si on est capable de comprendre le contexte historique, social et politique de ces identités-là, on est capable de faire la distinction entre une mauvaise blague et le renforcement d'un stéréotype qui fait en sorte que les gens n'obtiennent pas d'emploi. On fait la différence entre une mauvaise blague et un stéréotype qui fait en sorte que les gens se sentent tués ou qui se sentent exclus de la société. Right? En plus de ça, il faut reconnaître le caractère unique de l'expérience vécue de l'individu. Ceci est un élément très important parce que lorsqu'on engage de l'empathie, souvent pour beaucoup parmi nous, pour être empathique envers d'autres personnes, on essaie de se placer dans le soulier. Donc, on a l'habitude d'essayer d'imaginer à quoi ressemblerait notre vie ou comment on réagirait si on vécu quelque chose de similaire. Mais ça nous limite parce que si quelqu'un vit quelque chose qu'on n'a jamais vécu, on n'a jamais vécu de quelque chose de similaire, on a l'habitude de dire, oh, mais non, c'est pas ça qui s'est passé. Ou peut-être c'était pas ça l'intention de cette autre personne. Par exemple, lorsque j'ai terminé mon bac, ça fait des années, là, mais lorsque j'ai terminé mon baccalauréat, j'ai cherché un emploi et je me rappelle, j'ai beaucoup travaillé pour trouver un emploi. J'ai envoyé genre au minimum 198 demandes avant de recevoir mon première demande d'entrevue. Lorsque j'ai eu cette demande d'entrevue, j'étais tellement excité. J'avoue, j'ai trouvé un costume, je l'ai pressé le soir avant, j'ai beaucoup étudié l'entreprise, j'ai préparé mes questions. Tu sais, quand quelqu'un est comme parle-nous de vous, moi j'avais comme une belle réponse préparée, mémorisée. Tu sais, j'étais prêt. Même, j'ai parlé avec mes parents, mais mes parents m'ont dit, oh, arrive avec genre un briefcase là, pour que tu aies l'air professionnel. Quand je suis arrivé, genre, j'étais là comme costume, beau, taillé, genre avec genre mon briefcase aussi, j'étais prêt là. Je me suis assis. Et la première question que l'entrevue m'a demandé, il était genre, est-ce que tu es haïtien? Et je suis juste là comme, non, je ne suis pas haïtien. J'ai fait cette entrevue en Ontario. Il est comme, mais ton CV dit que tu parles français. Je suis comme, oui, je parle français. Il est comme, OK, mais tu viens d'où? Et là, moi, je suis juste là comme quoi? Et pour les personnes qui ne savent pas, c'est illégal de poser cette question dans une entrevue. C'est complètement illégal. Mais quand tu cherches un emploi, c'est très difficile d'être la personne qui manque le pouvoir dans la situation pour être comme, désolé, ta question est illégale quand tu vois un emploi. J'ai raconté cette histoire à un ami après. C'était un ami blanc. Puis cet ami était comme, ah, mais non, il voulait juste comme créer un peu de small talk. Il voulait te connaître un peu. Et j'ai juste là comme, est-ce que quelqu'un t'a jamais demandé d'où tu viens dans une entrevue? Il est comme, non, je suis comme, OK. Peut-être c'est pas ce que tu essaies de le dire que c'est. Right? Vraiment, comme cet élément est très important de reconnaître que les gens sont l'expert de leur propre expérience. Ils ne sont pas l'expert en tout,
Mais souvent, les gens sont l'expert dans leur propre expérience, même s'il manque les mots pour les exprimer. Et finalement, et ça c'est l'élément pour moi le plus important, on utilise ce cadre pour reconnaître l'expérience particulière de discrimination due à la confluence émotive en cause et d'y remédier. Parce que souvent, les gens arrêtent après les premiers deux. Souvent, les gens ont fait toutes les lectures qu'ils avaient besoin de faire. Ils croient aux gens, ils arrêtent là. Mais ce n'est pas ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire est de trouver une remédie pour la situation. Donc, c'est ça, une approche fondée sur l'oppression intersectionnelle. Et finalement, le dernier mot que je vais vous introduire, c'est le mot positionnement. So, le positionnement fait référence à la manière dont nous voyons le monde, ainsi que la manière dont le monde nous voit à son tour. C'est décrit comme le positionnement ne découle pas uniquement du fait d'occuper ou non telle ou telle position sociale, il est construit en son sein. Donc, faire émerger le point de vue des autres implique de rendre visible son propre point de vue. Donc, en gros, la raison pour laquelle c'est important de réfléchir sur notre propre identité est parce que cela nous aide à mieux définir notre positionnement, donc la position sociale dont on occupe, qui influence la façon dont on voit le monde, mais également en définissant nos identités, surtout les identités périphériques, là, on comprend mieux comment le monde nous voit. Et donc, par conséquent, ça fait en sorte qu'on peut voir nos points aveugles. On peut reconnaître, oh, parce que j'ai tel et tel positionnement, ça fait en sorte que je ne peux pas voir cette autre perspective. Et cela nous aide lorsqu'on a des conversations importantes avec des groupes divers. Et donc, toute cette section est résumée avec cette belle citation de Heinz Pagels. C'est de l'identité que naît la différence. J'ai préparé un petit exercice de réflexion sur l'identité. Ce n'est pas pour faire maintenant, mais je vais partager le lien dans le clavardage. Mais en gros, l'objectif de cet exercice de réflexion, j'ai nommé plusieurs catégories d'identité. Vous pouvez ajouter d'autres. Et c'est juste un exercice de réflexion de poser la question, est-ce que j'ai un avantage à cause de cela, un désavantage, et ça c'est l'élément de positionnement, est-ce qu'il y a une lacune de mon point de vue ou expérience vécue qui peut influencer la façon dont je lutte pour l'environnement. OK. So maintenant, on va prendre la section 1, la section 2, et on va les mettre ensemble. Donc, introduction à la justice climatique. Donc, on vit l'oppression intersectionnelle à travers le changement climatique. Donc, ça veut dire que le changement climatique n'impacte pas tout le monde de même façon ou de façon égale. So, même si on est a priori dans le même bateau, disons, où on vit en effet la même tempête, on n'est pas dans le même bateau. Ça, c'est la même façon d'expliquer. On vit dans la même tempête, on n'est pas dans le même bateau. So, on reconnaît que les personnes autochtones au Canada sont plus impactées que les personnes allochtones. Il y a plusieurs exemples de ceci. Il y a le côté, bien sûr, l'accès à l'eau, l'accès à la nourriture, parce que c'est plus difficile de faire la chasse au nord si la glace est en train de fondre. Et tout ça. Mais plus, il y a également comme l'impact émotionnel et psychologique qui se passe en fonction des changements climatiques. Par exemple, les personnes Haida croient qu'on vient de l'eau. Ça, c'est un peu dans leur histoire de naissance d'identité. Ils viennent de l'eau. Ils vivent dans un archipel des îles au nord de la Grande-Britannique et selon leur histoire, ils viennent de l'eau. Et le peuple Haida, ils ont l'accès à l'eau potable et tout ça, mais leur archipel est dans une partie de l'océan Pacifique qui reçoit les déchets jetés à l'eau à Vancouver, mais également au Japon et au Chine. Et ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de pollution d'eau qui arrive dans leur territoire. Et donc, même s'ils ont l'accès à l'eau potable, vu qu'ils voient l'eau comme membre de leur famille, à peu près comme une grand-mère, ça fait en sorte que, selon eux, la façon qu'un aîné me l'a expliqué, c'est comme si tu voyais quelqu'un en train de insulter
et frapper ta grand-mère et tu ne pouvais rien faire contre cette personne-là. Même si toi, physiquement, tu es good, tu es bon, tu n'as aucun problème de santé physique. Si tu es en train de comme voir ta grand-mère en train d'être frappée, en train d'être hurlée, en train d'être insultée, et tu ne peux rien faire, tu es constreint, tu manques de pouvoir dans cette situation-là, ça va avoir un impact très négatif fort psychologique. Et donc, lorsqu'on parle des impacts des changements climatiques des personnes autochtones, vu que les personnes autochtones sont souvent beaucoup plus attachées à la terre et à la nature que les personnes allochtones. Il y a des études qui démontrent que les personnes qui se sentent en plus grande connexion avec la nature sont plus impactées de façon négative si la nature est impactée de façon négative. Les femmes sont plus impactées que les hommes. Il y a plusieurs façons que cela peut arriver. Un exemple est le changement climatique a un impact négatif sur l'économie. Lorsqu'on voit un downturn économique, donc lorsqu'on voit un impact négatif sur l'économie, on voit une augmentation de violences domestiques hommes contre femmes spécifiquement. Et donc, dans le pays qui vit le pire scénario de changement climatique, on voit également une augmentation assez rapide de violences domestiques contre les femmes. On a vu ça à petite échelle à travers le COVID-19 parce que le COVID-19 a impacté de façon très négative l'économie et on a vu une augmentation très forte et très rapide de violences domestiques contre les femmes qui est un problème énorme. Et ça, c'est juste un exemple. Il y a plusieurs autres exemples aussi. Les personnes noires sont plus impactées que les personnes blanches au Canada. Si on prend l'exemple à Montréal, il y avait un rapport écrit par la Fondation David Suzuki qui a montré que les vagues de chaleur à Montréal impactent beaucoup plus les personnes noires parce que les personnes noires vivent dans des quartiers beaucoup plus condensés. Donc, ça veut dire vivre en proximité très proche de l'un de l'autre, des quartiers beaucoup moins verts. Donc, des quartiers qui manquent l'accès au parc, l'accès à la verdure. Et donc, ça fait en sorte que la chaleur est beaucoup plus forte de ces endroits-là. Puis en plus, les appartements dans lesquels ils habitent souvent à Montréal manquent également la climatisation. Donc, ça fait en sorte qu'ils sont beaucoup plus frappés par la vague de chaleur que les autres populations, surtout les populations blanches à Montréal. Et ça, c'est juste un exemple. Il y a bien sûr d'autres. Les francophones sont plus impactés que les anglophones. Donc, dans un contexte pan-canadien, ça c'est vraiment encore dans un contexte canadien, on a l'habitude de produire des connaissances et d'avoir des discussions très importantes en anglais. Donc, ça fait en sorte que les communautés anglophones sont rapidement équipées avec les meilleures connaissances, les meilleurs outils, les meilleurs savoirs pour lutter contre le changement climatique ou pour se rendre plus résilients, moins vulnérables face au changement climatique que la communauté francophone qui attend que ce renseignement-là sont filtrés à travers comme les médias, sont traduits, parce que même si beaucoup de francophones sont bilingues, ça ne veut pas dire qu'ils écoutent les médias anglophones, ça ne veut pas dire qu'ils sont en train de lire des contenus en anglais. Et donc, ça fait en sorte que les villes francophones souvent ont moins d'accès aux meilleures réponses face au changement climatique que les villes anglophones. Ça, c'est sur le contexte pan-canadien. Si on regarde les communautés francophones hors Québec, souvent les communautés francophones hors Québec sont des petites communautés, souvent des communautés rurales qui ont un doux moteur économique. Et donc, si le changement climatique frappe leur moteur économique, ça les force à quitter leur petite communauté pour aller vers des grands centres urbains pour trouver d'emploi. Et les grands centres urbains anglophones mènent à l'assimilation de la communauté. Les personnes allosexuelles sont plus impactées que les personnes hétérosexuelles. J'ai fait l'exemple tantôt quand je parlais des boucs émissaires. En ce moment, on est en train de voir un très grand focus sur la communauté trans. Le plus grand focus qu'on a vu dans cette communauté depuis vraiment des années là, en raison des changements climatiques. Donc, en Alberta, par exemple, le gouvernement de l'Alberta a choisi d'annoncer des mesures contre des jeunes personnes trans le même jour où ils ont annoncé qu'il y a un manque d'eau dans la province et que les gens ont besoin de commencer à sauver de l'eau. Donc, on voit vraiment cet élément de bouc émissaire. En plus de ça, il y a également ce côté économique parce que beaucoup de personnes dans la communauté LGBTQ+,
ont l'habitude de faire ce qu'on appelle des travail informel ou des travail à la pige. Et donc, c'est souvent les gens d'emploi qui sont rapidement impactés lorsqu'il y a une catastrophe naturelle, ce qui les laisse sans emploi, sans l'argent, qui les rend encore plus vulnérables dans la société canadienne. Et j'en passe, bien sûr. Et aussi, j'aimerais peut-être prendre un moment pour souligner que ça, c'est juste une identité. So, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un est autochtone francophone? Right? Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un est à la fois queer et francophone et femme? Right? On voit à quel point tous ces enjeux, toutes ces difficultés peuvent s'accumuler et porter comme fardeau. Et donc là, on parle de la justice climatique. So, la justice climatique désigne les mouvements politiques, éthiques, moraux ou faisant appel à la justice et que ses rapports à la question de l'égalité face au dérèglement climatique. Cette notion va au-delà de l'aspect scientifique et environnemental qui était jusqu'à maintenant prépondérant. La justice climatique signifie que l'équité et les droits humains sont au cœur de la prise de décision en matière de changement climatique. Et ça, c'est important. J'aime cette citation par Mary Robinson, qui est l'ancien premier ministre de l'Irlande, l'ancien président de l'Irlande. J'oublie si l'Irlande a un président ou un premier ministre. Mais en gros, elle a dit, la justice climatique insiste sur le passage d'un discours sur le gaz à effet de serre et à la fonte des glaciaires en mouvement pour les droits civiques, plaçant au cœur de les personnes et les communautés les plus vulnérables aux impacts climatiques. Donc, au lieu de parler des ours polaires, là, on parle des personnes qui ont besoin de ces ours polaires. Et donc, lorsqu'on définit la justice climatique, c'est sur un parapluie de justice environnementale. Donc, vous avez entendu, quand j'ai fait ma bio, je disais, je lutte pour la justice climatique et la justice environnementale. Mais en gros, la justice environnementale est en gros la large catégorie. Puis la justice climatique est un élément de justice environnementale. Elle comporte de nombreuses facettes, donc les inégalités structurelles, les inégalités socio-économiques et les inégalités entre les générations. Et donc, je veux faire une distinction entre la lutte contre le changement climatique et la lutte pour la justice climatique, parce que ce sont deux choses différentes. La lutte contre le changement climatique, elle est caractérisée par l'usage des structures existantes pour promouvoir le climat. Right? So, par exemple, la taxe carbone pour dissuader les dépenses liées aux émetteurs de carbone. Right? So, au lieu de rendre les alternatives plus accessibles, on essaie de rendre les éléments, on essaie de rendre les choses mauvaises pour l'environnement plus chères pour le rendre pour rendre à l'égal des alternatives plus vertes. So, tout ça pour dire, au lieu de comprendre quelque chose qui est vert, qui est bon pour l'environnement, mais qui est cher en raison de tous ces éléments-là, au lieu de le rendre moins cher, on essaie de rendre plus cher des choses qui sont mauvaises pour l'environnement pour qu'on puisse mieux choisir des choses qui sont mieux pour l'environnement. On a les véhicules électriques pour réduire les émissions de carbone. Celui de créer des villes piétonnières et d'améliorer les infrastructures de transport en commun, on pousse les gens à acheter les véhicules électriques parce que comme ça, on n'a rien besoin de changer par rapport à notre infrastructure. Compter sur l'industrie privée pour être le leader du climat au lieu de réguler le changement. Right? On a vu cette désir de notre gouvernement d'encourager l'industrie privée de mener la lutte contre le changement climatique au lieu de gouvernement de mener cette lutte-là et forcer l'industrie privée à la suivre. J'en passe. Bon, ça, c'est des exemples à ce que j'appelle la lutte contre le changement climatique. On essaie d'utiliser les systèmes existants. Mais il y a une belle citation qui vient d'Audre Lorde, qui est une femme noire, queer, états-unienne. Et elle a écrit un très bel article en anglais qui s'appelle The Master's Tools. Et je veux prendre cette citation de cet article qu'elle a écrit que j'ai trouvé très poignant. Elle a dit, on ne démolira jamais la maison du maître avec les outils du maître. Ils peuvent nous permettre temporairement à débattre à son propre jeu, mais ils ne nous permettront jamais d'apporter un changement authentique. Right? So ici, on utilise les outils qui étaient utilisés pour causer les problèmes dans lesquels on vit.
On peut peut-être battre ce système-là à leur propre jeu temporairement, mais on ne peut jamais apporter un vrai changement, un changement authentique. Et donc là, ça entre la lutte pour la justice climatique. Lorsque nous luttons pour mettre fin au changement climatique, on a tendance à se concentrer sur la science et le changement climatique et sur la décarbonisation de notre société. Mais en ne reconnaissant pas les inégalités sociales, on crée des solutions qui reproduisent les mêmes circonstances qui nous ont conduit aux enjeux climatiques auxquels on fait face aujourd'hui. Par exemple, si on prend l'exemple des véhicules électriques, en forçant l'achat des véhicules électriques, on fait en sorte que même avec le rabais du gouvernement fédéral, les véhicules électriques restent encore extrêmement chers. C'est difficile de trouver des véhicules électriques second-hand. Ça reste encore beaucoup moins cher d'acheter un véhicule à gaz. Et aussi, les communautés les plus pauvres ont l'habitude d'utiliser le transport commun exclusivement. Et si on ne met pas les investissements pour améliorer notre système de transport commun, ils vont être laissés dans un mouvement vert, ce qui fait en sorte qu'on va créer en général une société divisée où il y a cette partie de la société qui est verte, qui est bon pour l'environnement, et cette autre partie de la société, en raison du manque de moyens, n'est pas vert, n'est pas, en guillemets, bon pour l'environnement. Et ça va causer aussi, bien sûr, des ennuis sociaux parce que ça va créer également des propos haineux comme « Oh, voilà, ce groupe-là, ils ne sont pas bons pour l'environnement. Pourquoi on les laisse dans notre pays? » Et donc, la lutte pour la justice climatique exige qu'on sorte des sentiers battus. La lutte pour la justice climatique exige qu'on s'axe sur sur les injustices sociales. Maintenant, je cède la parole à Astrid et Rhoda pour nous mener à notre étude de cas. Merci beaucoup, Chuck. Alors, je vais juste essayer de faire le partage de mon écran. Et voilà. OK. OK, parfait. C'est bon. Donc, vraiment, merci beaucoup, Chuck, pour ta présentation et l'ancrage dans le concept de positionnement, de l'identité, de l'oppression intersectorielle, des changements climatiques et la justice climatique. Donc, moi, je vais vous parler un peu du contexte de la transition socio-écologique et pourquoi c'est important de placer l'humain et les inéquités sociales et territoriales au cœur de vos actions climatiques locales. Alors, dans les années 80, la notion de développement durable a émergé avec les 17 objectifs internationaux, les ODD, en se déclinant en différentes feuilles de route nationales qui sont ensuite territorialisées. Il est important de noter que la notion de développement durable est basée sur une logique descendante, c'est-à-dire que du haut vers le bas, revenant d'un gouvernement. Par contre, le concept de la transition socio-écologique proposé par le Commissariat général de développement durable en 2010 vient de mouvements citoyens en Angleterre, initié notamment par l'agronome Rob Hopkins dans les débuts des années 2000. Et la logique de la transition socio-écologique est par contre ascendante. Donc, par la co-construction de multiples chemins de transition par des citoyens, des associations, des entreprises et toutes les composantes de la société civile. Il s'agit d'un processus de transformation de la société par le changement de nos façons de consommer, de produire, de travailler, de se déplacer, tout notre mode de vie en même temps pour répondre aux enjeux environnementaux et sociaux comme la lutte contre la pauvreté, celle pour le climat, pour la diversité, la préservation des ressources et le bien-être des communautés et des individus. Il s'agit d'une transition d'une société de croissance industrielle vers une société qui soutient la vie. Donc, et la transition socio-écologique est certainement un grand défi, mais elle est aussi une immense opportunité de répondre aux multiples crises et inéquités dans notre société et dans nos communautés. Donc, pour le contexte, il faut aussi noter et comprendre et où se positionner parmi les différents discours autour de la transition socio-écologique aujourd'hui, autour de la transition en général aujourd'hui. Parce que nous avons la transition écologique
qui se concentre autour de conservation et protection de la nature. Ensuite, nous avons la transition socio-écologique dont je viens de juste parler, qui compte les initiatives citoyennes, les entreprises d'économie sociale, les partenariats, les acteurs publics et société civile. Et parmi ça aussi, l'échelle en milieu de vie, ce sont nos villes en transition et leur plan climat qui en fait part. Ensuite, la transition juste, le plan vert pour la transition des emplois, la transition énergétique, c'est-à-dire la décarbonisation. Donc, on parle de la transition vers un système reposant sur des énergies propres. Et finalement, économie verte. Donc, ce sont les réformes et investissements massifs nécessaires. Donc, une économie verte est définie comme une économie à faible émission carbone qui est efficace en ressources et socialement inclusive. Que l'on s'identifie ou non avec le mouvement de la transition, on évolue et interagit avec ce mouvement, particulièrement avec ces mots, ce discours et ces imaginaires. Donc, quand vous voyez des nouvelles, donc il faut comprendre que ça se fait sur différentes échelles et dans les différents contextes. D'un côté, nous avons l'approche technocentrée où les solutions technologiques sont au cœur des propositions et des actions nécessaires. Et de l'autre côté, nous avons l'approche sociocentrée qui se mise sur un processus social qui nécessite de réorganiser la société, notre économie et le mode de vie. Et dans cette voie, on cherche à impliquer les citoyens et de créer des solutions à innovation qui considèrent l'humain et la planète. Donc, pourquoi considérer les aspects sociaux dans la transition et dans le travail, ce que vous faites? Donc, comme Chuck a dit, donc, le changement climatique ne touche pas tout le milieu de vie ni toutes les populations de même façon. De plus, les inéquités créées par le changement climatique peuvent interagir avec d'autres facteurs pour aggraver et amplifier les inéquités, tout en influençant directement la santé et le bien-être des personnes. Et si on ne prend pas en compte ces inéquités déjà existantes dans le développement de nos plans et nos actions, on peut créer encore d'autres inéquités dans nos communautés. Donc, les 5 dimensions à considérer sont donc le milieu de vie, donc on parle des habitations, l'accessibilité aux ressources de proximité, la sécurité de déplacement et mobilité durable et les risques environnementaux. En termes de l'équité territoriale, c'est-à-dire la justice urbaine, ce sont les injustices de distribution qui combinent les disparités d'accès aux ressources territoriales comme le logement ou les espaces verts, de reconnaissance qui implique de prendre en considération les différentes identités qui se croisent au sein de sociétés. Et les injustices procédurales se concentrent sur des processus de prise de décision et de participation publique. Et finalement, les injustices de contribution qui réfèrent au fait que les populations les plus exposées aux nuisances et aux risques sont souvent celles qui contribuent le moins à les générer, dont Chuck aussi vient de juste mentionner aussi. Également, il y a les inégalités sociales et les culturelles, politiques, économiques, racisme structurel, colonialisme historique et continu, distribution, c'est-à-dire c'est une distribution inégale du pouvoir, de l'argent et des ressources. Nous avons les inégalités sociales sont souvent aussi interreliées et se renforcent mutuellement. Par exemple, occuper un emploi faiblement rémunéré augmente le risque d'être en mauvaise santé et habiter dans un logement inadéquat. Et les déterminants de la santé, ce sont donc les inégalités en matière de santé. Et donc, elles sont conditionnées par les facteurs sociaux et économiques. Également, en plus de ça, il y a la vulnérabilité. Donc, les vulnérabilités sont, donc, on parle de sensibilité, de voie d'exposition et la capacité d'adaptation. Donc, la distribution est inégale parmi la population. Donc, c'est-à-dire que tous les individus présentent des facteurs de vulnérabilité aux impacts sanitaires des changements climatiques, mais cependant, cette vulnérabilité n'est pas uniforme. Donc, ça ne touche pas tout le monde de la même façon. Donc, la sensibilité, on parle aux impacts sanitaires des changements climatiques, peut être façonnés par des
caractéristiques biologiques comme l'âge, la génétique, les problèmes de santé chronique, et peut être influencé par des déterminants de la santé comme le statut socio-économique et la disponibilité et l'accès aux services de santé. L'exposition désigne la mesure dans laquelle les personnes ou les populations peuvent être en contact avec les dangers pour la santé liés au climat, comme les îlots de chaleur par exemple. Et les facteurs qui contribuent à la capacité d'adaptation comprennent l'accès aux ressources économiques, à la technologie, à l'information et compétences, à l'infrastructure de santé publique, les arrangements institutionnels et le fardeau actuel de la maladie. Donc, par exemple, une personne à faible revenu qui a une maladie chronique, qui vit seule dans un quartier avec l'accès limité aux espaces verts, avec une pollution atmosphérique plus élevée à cause de la proximité de plusieurs grandes routes et exposée d'une manière inégale aux impacts environnementaux comme la pollution de l'air et les îlots de chaleur. Et vivant dans un bâtiment non rénové ni adapté au changement climatique et à cause des loyers élevés, cette situation de faible revenu, cette personne ne peut pas tout simplement déménager ailleurs ou s'acheter un climatisateur lors d'une vague de chaleur ou se déplacer dans un parc à côté ou aller chercher de l'abri sous des arbres parce qu'il n'y en a pas dans son quartier ou sa rue. Le parc le plus proche est à 30 minutes à pied. Donc, cette personne est touchée par de multiples dimensions d'inéquité territoriale et ainsi que en santé ainsi que sociale et environnementale. En même temps, et sa capacité d'adaptation n'est pas la même que d'une personne qui habite dans un appartement confortable, qui a les moyens économiques pour se booker dans un hôtel lors d'une inondation ou autre situation d'urgence et qui a des assurances pour remplacer ses meubles et l'accès facile à des ressources nécessaires. Donc, pour réduire les inéquités territoriales, implique d'agir en priorité dans les secteurs critiques où se concentrent les personnes en situation de vulnérabilité et ceux où s'observent des caractéristiques défavorables de cadres bâtis et de l'espace public. Donc, quand vous considérez des stratégies et des actions locales en adaptation, en résilience, en atténuation, il faut prendre une approche intersectorielle et se demander quels facteurs intersectoriels d'inéquité et de vulnérabilité sont présents sur notre territoire? Qui sera impacté par ce que nous considérons? Et que leur faudra-t-il pour pouvoir participer dans les démarches que nous proposons? Donc, pour terminer, je vous partage cette image publiée lors de la pandémie qui résonne avec le message que les changements climatiques ne touchent pas tous les milieux de vie ni toutes les personnes de même façon et que Chuck a aussi mentionné que nous sommes dans la même tempête, mais nous ne sommes pas tous dans le même bateau. Donc, je vais aussi partager dans le chat les ressources que j'ai mentionnées si jamais vous avez envie d'aller creuser un peu dans le rapport et je partage aussi les informations sur notre réseau de communautés en transition socio-écologique auprès de l'Institut Tamarack et mon courriel si jamais vous avez des questions. Et donc, je vous remercie beaucoup et je vais maintenant passer le mot à Oda qui va pouvoir parler avec vous, partager son expérience et tout le beau travail qui se fait à Longueuil. Merci. Bonjour à tous, merci Astrid. Donc, je vais aller extrêmement rondement, mais comme a dit Judith, comme on n'a pas de période de questions, là, on reste vraiment disponible. Nos contacts vont être partagés, donc on reste disponible pour répondre à toutes les questions. Donc, moi, je viens aujourd'hui vous partager un petit peu l'expérience de la ville de Longueuil, puisqu'en 2023, la ville donc a déposé sa candidature pour faire partie des cohortes climatiques. Donc, il y avait 16 communautés francophones au niveau du Canada pour donc des communautés qui sont en faveur de la transition socio-écologique, donc qui réfléchissent sur la mise en place d'une feuille de route en transition. Dans le cas de la ville de Longueuil, le premier mandat qu'on a eu, c'est vraiment de pouvoir identifier donc des personnes, donc de créer finalement une cohorte. On a voulu créer une cohorte qui était intersectorielle.
Donc, en gros, la cohorte Longueuil était composée de 3 personnes qui relevaient de 3 directions différentes de la ville de Longueuil. Donc, moi, j'étais là pour la division du développement social. On avait une collègue qui, elle, était du génie, donc qui travaillait à la rédaction du plan climat de la ville, et un collègue aussi qui est du SIAL, donc du service de sécurité et d'incendie de l'agglomération de Longueuil, et qui est un partenaire de Marc Lard en tout ce qui touche la question de la résilience communautaire. On avait le Creux, donc Montérégie qui était présent, 2 personnes du CIS de la Montérégie Est, une élue municipale et une citoyenne très impliquée, donc qui travaille pour Maire au Front Rive-Sud. Donc, l'important pour nous, c'était d'avoir vraiment une multitude d'acteurs, donc de différents secteurs. Et l'objectif de cette cohorte-là, donc il y en avait plusieurs, mais pendant une formation, là, on est étalé sur 10 mois. Donc, on avait des formations à chaque mois sur des thématiques variées, mais l'objectif principal, c'était de comment s'outiller avec une approche d'impact collectif pour qu'on puisse collectivement réfléchir et mettre en œuvre une feuille de route en transition socio-écologique. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la cohorte, on s'est doté d'énoncés d'orientation comme premier livrable. Donc, on a beaucoup réfléchi sur d'avoir une vision commune de ce qu'on voudrait faire collectivement, et par la suite de créer donc un guide pratique en transition socio-écologique qui va sortir dans quelques mois. L'idée, c'était de pouvoir transférer tous les apprentissages de la cohorte vers un public plus large. Donc, ça va être un guide qui est destiné autant aux organismes communautaires, aux comités citoyens, mais ça sera aussi un outil interne à la ville pour justement parler de qu'est-ce que c'est que la transition socio-écologique. De parler de plusieurs concepts là, qui ont été mentionnés, le concept d'intersectorialité, l'intersectionnalité, la justice climatique, mais aussi d'adapter finalement tout ça avec les réalités du territoire de la ville de Longueuil. Euh, Pourquoi est-ce que la ville, on voulait explorer cette démarche-là? C'est que, comme vous le savez, les villes sont des acteurs de premier front là, quand on parle de lutte contre les changements climatiques. Et traditionnellement, les villes se dotent de plans climat dans lesquels on parle de réduction de GES et d'adaptation au changement climatique. Puis nous, on voulait justement aller un petit peu plus loin et réfléchir d'une manière un peu plus systémique. Et donc, on arrivait finalement avec une lunette sociale pour dire que il faut atteindre une justice environnementale et une justice sociale, avec tout ce que Astrid a mentionné sur le fait qu'effectivement, les personnes les plus vulnérables sont et seront les plus touchées. Donc, dans les projets qu'on veut mettre en place, il est très important d'avoir toujours ce filtre, cette lunette sociale, pour justement ne pas faire de maladaptation et de créer finalement plus d'inégalités sur nos territoires. Donc ça, c'était vraiment une des choses. Donc, ce qu'on a réussi à faire finalement, c'est que dans notre plan climat, qui aussi va être lancé dans les prochains mois, on a réussi quand même à intégrer vraiment des actions en lien avec la transition socio-écologique, toute la question des inégalités sociales, les liens entre la santé et les changements climatiques. Donc, tout ça est dans notre plan climat. Et ce qu'on a fait aussi, c'est d'intégrer toute la notion de transition socio-écologique, même dans nos plans municipaux existants. Par exemple, il y a le plan d'action municipalité Amis des aînés, le plan d'action famille. On parle même, par exemple, dans notre cadre de référence sur l'itinérance, on parle déjà de l'impact des changements climatiques sur les personnes en situation d'itinérance. Donc, on a vraiment essayé de travailler ou de parler de transition socio-écologique comme étant quelque chose qui serait vraiment transversal. Donc, c'est pour ça qu'on parle de feuille de route et non pas de plan d'action. Donc, ça, c'est ce qui est fait au niveau de la ville. Comme ça a été mentionné, la transition, c'est une approche qui doit être ancrée localement. Et donc, en simultané, la ville de Longueuil avec la CDC, qui est notre corporation de développement communautaire de l'agglomération de Longueuil,
on est là en soutien à un chantier en transition sociale, écologique et participative à la ville de Longueuil. Donc, c'est un chantier qui regroupe plusieurs acteurs qui travaillent de près ou de loin la question des changements climatiques. Donc, au niveau de ce chantier, il y a plusieurs comités qui sont déjà au travail et qui font autant, par exemple, des cartographies, des initiatives qui existent déjà sur nos territoires en matière de transition socio-écologique, que, par exemple, faire des ateliers d'éducation populaire sur les thématiques, plusieurs formations et notre objectif commun, c'est que dans les prochains mois, on souhaiterait organiser donc un forum citoyen en transition socio-écologique. Donc, on voudrait aller à la rencontre des citoyens, bien sûr, voir un petit peu leurs attentes, préoccupations. J'aimerais souligner que ce forum-là, il a été réfléchi comme il y a un aspect forum vraiment plus classique, donc un événement où les gens viendraient et avec toute une programmation, mais on a réfléchi sur une possibilité d'avoir un forum éclaté, donc d'aller vers les populations justement vulnérables qui autrement ne viendraient pas à des forums plus traditionnels. Euh, donc, la ville va être présente, on est en soutien, puis tout ce qui va ressortir justement de ce forum-là va pouvoir être croisé et s'arrimer avec notre plan climat de la ville. Donc, on veut vraiment avoir des démarches, donc tout ce qui va arriver là du plan climat, tous les projets qui vont être mis de l'avant, non seulement prennent en compte la question des inégalités sociales des populations vulnérables, mais qu'on puisse vraiment travailler euh, en concertation avec le milieu, donc le milieu communautaire et nos citoyens. J'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui sont présentes, qui sont des municipalités. Une chose, un succès en tout cas, comment on l'a vécu, c'est même au niveau interne à la ville. Donc, d'avoir 3 personnes de 3 directions différentes qui normalement n'avaient pas toujours l'occasion de travailler ensemble, ça a vraiment permis, bon, moi je suis du développement social, donc les inéquités sociales et tout ça, bon, c'est un peu mon dada. Mais quand j'ai vu des personnes qui travaillent sur le plan climat, qui ont vraiment une approche plus technique, scientifique, ou des personnes du CIAL qui travaillent sur, par exemple, leur plan régional en sécurité civile, ça leur a vraiment ouvert les yeux sur toute la question justement des iniquités territoriales, toute la question des populations vulnérables et donc la pertinence et la nécessité vraiment d'adapter nos actions si on veut réellement ne pas avoir de maladaptation encore une fois et de pouvoir répondre aux besoins de la population les plus variés. Donc, en gros, là, c'est ce que je pouvais vous dire dans le petit temps que j'avais sur notre démarche. Donc, comme j'ai dit, je reste disponible pour répondre à toutes vos questions. Il s'agit d'une démarche vraiment adaptée à la ville de Longueuil. On est dans une démarche aussi apprenante. Donc voilà, je vais finir ici. Puis, je reste disponible pour des questions au besoin. Merci beaucoup, Oda. C'était formidable d'entendre ton expérience, surtout parce que moi et Astrid, on travaille à l'Institut Tamarack, mais on travaille dans des départements différents. Donc, c'est vraiment intéressant d'entendre comme les expériences d'autres personnes qui ont fait la cohorte. Juste avant de terminer, nous avons préparé une petite exercice, la création d'une présence d'analyse. Juste pour vous offrir quelque chose de tangible que vous pouvez prendre de ce webinaire. Donc, une présence d'analyse exige que vous distilliez un concept, une théorie, une méthode, une affirmation à partir d'un cadre, donc dans ce cas-là, la justice climatique, et que vous l'utilisez ensuite pour interpréter, analyser ou explorer quelque chose d'autre, par exemple un projet ou une activité que vous aimeriez réaliser. Donc, pour vous soutenir dans cette démarche, on a préparé ce mural. Donc, voilà. Non, je cliquais sur le mauvais bouton. Heureusement, je suis encore ici dans l'appel. OK. Voici le prisme d'analyse. Donc, on a préparé un mural. Un mural c'est comme un whiteboard virtuel. Donc, on peut créer comme des bêtes noires, des choses comme ça.
pas le bête noire, pardon, le pense-bête. On peut créer comme le pense-bête et offrir nos pensées. So, pour créer comme un présent d'analyse sur la justice climatique, on vous offre comme ce point de réflexion. So, par exemple, on commence avec les valeurs principes. Quelles sont les valeurs et les principes que vous aimeriez avoir guidé votre travail? J'offre un exemple. On a la question de vision. So, quelle est la vision de CRI Montérégie que chaque projet et activité a besoin de réaliser? Comment la justice climatique joue-t-elle un rôle dans cette vision? Définitions importantes. Quelles sont les définitions importantes à régler pour informer vos travaux? So, par exemple, les définitions de communauté, définition d'engagement communautaire, définition de nature, des choses comme ça pour vraiment soutenir l'élaboration de votre travail. Alignement avec d'autres initiatives, reconnaissant qu'il y a d'autres initiatives auxquelles vous aimeriez être en alignement avec ou en harmonie, en solidarité avec, les priorités d'action, rôle et responsabilité. C'est vraiment comme tous les éléments nécessaires pour vous à la fin, si vous répondez à toutes ces questions et vous préparez un document à travers ça, vous aurez un prisme d'analyse que vous pouvez utiliser pour informer tous vos projets. Myriam a déjà partagé le lien. Merci beaucoup, Myriam. Donc, ça facilite mon travail un petit peu. Et aussi, je voulais prendre un moment rapide de répondre aux commentaires de Mélanie. So, Mélanie, vous apportez un commentaire très important. Même dans la création de plans d'évacuation, la justice climatique est un élément très important. Si j'utilise le feu de forêt qui s'est passé au territoire du Nord-Est en 2023 comme exemple, 75% de la population a été évacuée du territoire, la plupart par route. Et donc, mais ils n'ont pas mis en place un plan qui ciblait ou qui reconnaissait en effet les inégalités sociales. Donc, il y avait comme plein de gens qui quittaient Yellowknife, qui avaient comme une belle communauté queer, qui sont arrivés au nord de l'Alberta, qui ne se sentaient pas en sécurité. Ils étaient en sécurité des feux de forêt, mais pas en sécurité en raison de leur identité queer, qui ne savaient pas quoi faire. Il y avait comme une grande population franco-quétanoise qui est quittée, qui sont arrivés à Grand Prairie, à Edmonton, sans aucun service en français, malgré le fait qu'il existe des communautés francophones en Alberta auxquelles ils pouvaient être comme dirigés vers. Et même pour les populations en itinérance, donc les personnes sans abri, la mairesse elle-même avait besoin d'aller en voiture pour chercher des personnes sans abri et les amener à l'aéroport pour les aider à être évacués. Ils étaient évacués surtout à Winnipeg. Et quand le territoire était prêt à accueillir sa population, ils ont perdu la population en itinérance. Donc, ils ne savaient pas où ils se trouvaient pour les ramener au territoire. Donc, vraiment, comme même dans un temps d'évacuation, c'est important d'incorporer cet élément de justice climatique. Merci beaucoup tout le monde pour votre participation. C'est vraiment bien apprécié. Oui, je vais répondre. Une belle citation pour terminer. Ce n'est pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que c'est difficile. Merci beaucoup tout le monde. J'arrête le partage et Judith, je te cède la parole. Mais en fait, je sais qu'on vous a retenu déjà quand même beaucoup, donc je voulais juste terminer en disant, comme j'ai dit au début, on a mis la table avec ce webinaire. Donc, si vous cherchez des outils, si vous cherchez des concepts aussi qu'on a parlé, le webinaire va être en ligne sur notre chaîne YouTube. On va avoir le droit aux présentations. Puis aussi, on a vraiment cette volonté de continuer avec vous là, ces démarches. Donc, j'ai déjà en tête d'inviter Longueuil à nouveau, peut-être quand le plan climat sera déjà mis en place. Puis, pour ceux aussi qui ont fait le lien de notre forum l'année passée, on avait Donald Fortin de la sécurité civile qui était venu présenter comment il brisait les silos. Puis, je sais qu'aujourd'hui, c'est peut-être beaucoup ce qu'on a amené, puis on se dit encore tout ça à incorporer tout ce travail, mais en fait, c'est vraiment une invitation, comme on l'a dit, à travailler ensemble. Vous avez tous déjà des communautés qui sont en œuvre, donc c'est le travail en environnement, c'est d'aller chercher tout le monde, d'aller chercher ces communautés-là qui travaillent déjà dans la justice climatique ou dans la justice en société. Donc, c'est vraiment une invitation. Donc, on se revoit pour un autre webinaire et j'ai encore un grand merci là, à l'Institut Tamarack, à Chuck, Astrid et Oda d'avoir été avec nous. Au revoir.